Bon, merci. Deux remarques préalables. D'abord, pardonnez le caractère un peu puéril du titre que j'ai donné à cet exposé. Je pense que quand j'ai proposé le titre, j'avais bu un verre de trop. Je me suis amusé avec les assonances. Bon. Et puis, deuxièmement, bon, comme vient de l'évoquer Christophe, je tenais à vous faire part quand même de mon sentiment d'insécurité épistémique au moment de commencer cette présentation. Alors pourquoi ? Parce que sur les questions de possession, de croyance, ou bien du sujet dans ces modes d'être en croyance, eh bien, je suis très franc, je n'ai aucune compétence, car je n'ai jamais travaillé dans ces domaines. Bon, je me suis borné à quelques lectures, mais sans plus. Par conséquent, je suis devant vous sans filet théorique et, plus grave encore, sans filet empirique. Bien plus, je suis vraiment très décalé par rapport à la thématique de ce jour, qui porte sur les modes d'être en croyance, sur les engagements religieux, car mon intervention va essentiellement porter sur ce qui peut favoriser des comportements opposés, c'est-à-dire la sortie des croyances, le désengagement religieux. Comportement qui, à tort ou à raison, me semble un peu négligé par la recherche. Alors, vous devez vous demander, mais dans ces conditions, qu'est-ce qui fiche là ? Il n'est pas compétent, il est décalé, etc. Eh bien, j'ai cédé à l'amicale pression de Christophe, qui a pensé que je pouvais faire le lien entre, d'une part, les quelques réflexions que j'ai pu mener sur les méta-représentations et sur le doute, et d'autre part, le thème de ces journées. Alors, je lui en veux, en toute amitié, mais je lui en veux. Et en même temps, je l'en remercie. Je lui en veux. J'ai plein d'ennemis. Moi, je lui en veux parce qu'il est la cause de mon stress présent. Et à mon grand âge, je ne sais pas du tout recommander le stress. Mais je l'en remercie parce qu'il m'a permis de m'aventurer. Je n'ose même pas parler d'exploration, mais vraiment de m'aventurer dans des questionnements qui, me semble-t-il, sont à longue portée anthropologique. Et par exemple, cette question qui va constituer qui va être le fil rouge de mon intervention, c'est qu'est-ce qui fait qu'un individu se détourne des croyances pour privilégier l'accès au savoir. Ce qui, en miroir, pose l'autre question, qu'est-ce qui fait qu'un individu se détourne du savoir pour privilégier l'accès aux croyances ? Cet aspect-là, moi, je ne l'évoquerai pas, puisque je pense que ça sera l'objet de la plupart des interventions. Alors, pour vous soumettre quelques éléments de réponse, vraiment réponse aussi provisoire que fragmentée, mais bon, je crois que c'est un peu la règle du jeu lors de ces journées d'études, donc des éléments de réponse à cette question, à déterminer ce qui peut favoriser la sortie des croyances. Je vais utiliser un certain nombre de notions, de concepts, de croyances bien sûr, mais aussi la notion de savoir, de doute. Et donc, dans un premier temps, dans la première partie, il est indispensable, qui sera la plus longue d'ailleurs, il est indispensable que je précise le sens que je donne à ces notions. Dans une deuxième partie, je présenterai donc l'hypothèse sur les effets que peut avoir ce que j'appelle la métacroyance dans la transition entre croyance et savoir. Et puis, dans une troisième et dernière partie, bien, je suggérerai quelques pistes qui pourraient être intéressantes pour mettre à l'épreuve cette hypothèse. Alors, dans toutes les diapositives que je vais utiliser, vous verrez en haut à gauche, donc vous allez retrouver en haut à gauche l'image bien connue de saint Thomas, qui touche les plaies de Jésus pour se persuader de sa résurrection. Donc, j'ai eu l'idée d'utiliser cette image en consultant l'ouvrage qui était dirigé par Anne Buxel, qui sur notre problématique, croire et faire croire. Alors, c'est pas très original, mais vous vous souvenez que Jésus dit à saint Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bon. Alors, ce n'est pas du tout mon intention de blasphémer, mais je pense que Jésus s'exprime improprement. Il ne distingue pas le croire et le savoir, et de mon point de vue, il aurait dû dire « parce que tu m'as vu, tu as su ». Il aurait dû dire cela parce que le savoir, contrairement à la croyance, est en rapport direct avec la preuve.
dans le sens courant des dictionnaires, là vous voyez une définition que j'ai trouvée dans le vocabulaire de sciences cognitives, c'est pas une définition consensuelle. D'autres dictionnaires la discuteront, notamment si le vocabulaire donc de la langue, le dictionnaire sur le vocabulaire technique et philosophique de la langue n'a pas tout à fait la même définition de la croyance, mais j'essaie d'aller à l'essentiel. Donc vous voyez qu'avec une définition de ce type, la question se pose bien sûr de savoir aux yeux de qui le statut épistémique d'une représentation est incertain ou douteux. Car une représentation qui a ce statut pour un individu X ne l'a généralement pas pour l'individu Y qui porte cette représentation, qui est porteur de cette représentation. Et un autre, je ne sais jamais si les autres croient comme je crois qu'ils croient. C'est le problème classique de la traduction, de l'impossibilité de traduction des croyances. Donc on voit quand même qu'il y a un caractère vague de la notion de croyance qui avait été d'ailleurs bien pointé dans Needham, dans son ouvrage que vous voyez sur la diapositive. Face à ces difficultés, eh bien, il me semble nécessaire de procéder à une sorte de coup de force théorique consistant à affirmer que tous les êtres humains, quand un certain nombre de conditions sont satisfaites, sont capables de distinguer entre savoir et croyance. Et je pense qu'ils ont acquis cette capacité tout au long de leur histoire évolutionnaire, parce que les croyances qui étaient par trop aberrantes ont été balayées par l'évolution. Si vous imaginez un groupe d'hominidés, il y a quelques centaines de milliers d'années, qui s'était positionné en haut d'une falaise et qui s'était lancé en battant des bras, en s'imaginant imiter les oiseaux, il est évident que ce groupe n'a pas eu de postérité. Donc les représentations par trop aberrantes ont été balayées par l'évolution, et les êtres humains ont donc appris qu'il y a des représentations qui peuvent être fausses, qui relèvent de ce que l'on croit, bien que tout ce que l'on croit ne soit pas faux, évidemment, et des représentations vraies, c'est-à-dire ce que l'on sait. Et du même coup, ils ont appris à douter. Donc ça, si vous voulez, c'est une hypothèse fondée sur un petit peu les acquis des théories de l'évolution. Alors, quand on regarde ce qui se passe du point de vue, disons, de la logique et aussi de la sémantique, c'est assez clair. Si X c'est que P, ben c'est que P est vrai. Au sens strict. Par exemple, depuis 2012, les physiciens savent que le boson de Higgs existe. Ça, on le sait. Si X croit que P, eh bien P peut être vrai, faux ou indécidable en l'état actuel des connaissances. Alors, je prends des exemples. Exemple où P est vrai. En 1964, les physiciens croyaient à l'existence de la particule élémentaire qui sera dénommée plus tard boson de Higgs. Et ils ne sauront qu'en 2012 qu'il y a un boson de Higgs. L'exemple où P est faux, c'est un sondage qui a été mené en mai 2017, 38% des Américains croyaient que les êtres humains ont été créés sous leur forme actuelle il y a environ 10 000 ans, par une entité divine. Ça, c'est une croyance, moi, qui est fausse. Et puis, exemple où P est indécidable, eh bien, je crois, Christophe évoque le libre arbitre, je crois ou ne crois pas à l'existence du libre arbitre, ou bien je crois ou ne crois pas qu'existent d'autres formes de vie dans l'univers, etc., etc. Je dis quelques mots d'une expression qui est assez souvent utilisée, croire, savoir. Bien, l'expression croire, savoir, soit n'est qu'une forme du croire. Si on croit savoir, eh bien, on ne sait pas vraiment. Ou alors, c'est une formule rhétorique, ironique. Vous allez par exemple dire 9% des Français qui croient que la Terre est plate, paraît-il, je crois qu'il y en a 9%. Vous allez par exemple leur dire je crois savoir que la Terre est ronde. Alors, ça, c'est ironique. Ou bien ça peut être une formule rhétorique de modestie. Si, par exemple, je ne vais pas lire ce qui est noté sur la diapositive, je crois savoir que tous, blablabla, blablabla. Dans ce cas-là, on dit je crois savoir, mais on sait très bien. Simplement, on ne peut pas faire étalage de son savoir, donc on s'en distancie un petit peu.
Il y a une autre formulation qu'on trouve aussi disons, dans la littérature, une autre formulation du savoir, qui consiste à dire X c'est que P, si, seulement si X a la croyance vraie justifiée que P. Bon, moi j'aime pas du tout cette définition parce que je trouve qu'elle rend les choses confuses justement en mélangeant la notion de croyance avec celle de savoir. Pour moi, croire, c'est tenir pour vrai. Il y a une prétention, une présomption de vérité, alors que savoir, c'est vraiment accéder au vrai par l'intermédiaire de la preuve. Il y a une certitude de vérité, en tout cas au-delà du doute raisonnable. Alors, nous sommes généralement enclins à penser que les crédules sont toujours les autres, hein. Ce qui ne revient pas à dire, d'ailleurs, c'est un point important, que nous pensons que les autres sont toujours crédules. Parce que je crois que intuitivement, nous savons assez bien distinguer quand notre interlocuteur tient des propos qui nous paraissent sensés ou d'autres qui nous paraissent insensés. Mais c'est vrai que d'une manière générale, nous sommes généralement enclins à considérer que les autres, ce sont les autres qui sont toujours crédules. Mais en fait, nous sommes tour à tour, ou tout à la fois, des crédules et des sachants. Le grand Newton était féru d'alchimie, Kepler était passionné par l'astrologie, et dans n'importe quelle population, eh bien, on peut voir cohabiter chez les mêmes individus des savoirs extrêmement élaborés et puis des croyances qui, du point de vue de la raison, peuvent paraître étranges. Donc ici, j'introduis une notion qui a de l'importance pour moi, en tout cas à mes yeux, qui est la distinction entre savant et sachant. La pensée scientifique est-elle le propre du savant, ou bien est-elle une compétence cognitive partagée par tous les représentants de notre espèce? Dit autrement, est-ce qu'on peut identifier les critères de scientificité uniquement à partir de l'observation de pratiques d'individus particuliers que nous appelons les savants, ou bien ces critères de scientificité sont-ils également repérables dans certains rapports que les individus ordinaires entretiennent avec le monde physique et social, rapports qui donc peuvent déboucher sur une forme de connaissance scientifique, comme on le voit d'ailleurs dans les nombreux savoirs naturalistes qui renvoient à la science du concret, etc. Au vu de la riche moisson de données historiques et ethnographiques dont nous disposons, c'est évidemment la seconde perspective qui est la mieux étayée, c'est-à-dire l'idée que la science, en tant qu'activité de connaissance collectivement organisée et contrôlée, n'est que le prolongement de notre aptitude naturelle à la pensée scientifique ou à la pensée sachante, si vous préférez. L'évolution a fait de nous des êtres sachants. Et ça, je cite là simplement deux ouvrages. Je ne vais pas parler évidemment de la pensée sauvage, que vous connaissez très bien, mais le travail historique de Connor sur justement, qui se veut l'histoire populaire des sciences, montre comment la science, au sens académique que nous donnons à ce mot, s'est construite à partir des expériences, des essais, des erreurs, depuis des dizaines de milliers d'années, de paysans, de navigateurs, d'artisans, de commerçants, du comté, etc. Et la base de la science, c'est vraiment tous ces savoirs populaires, qualifiés de populaires, et donc il y a donc une continuité entre la pensée sachante et la pensée savante. Alors bien sûr, notre cerveau scientifique, si on peut l'appeler ainsi, il n'est pas parfait. Il nous arrive de confondre, ça arrive assez souvent de confondre corrélation et causalité. Quand on évalue le nombre de manifestants, les policiers et puis les organisateurs n'arrivent pas forcément au même chiffre. Il nous arrive de prendre un dauphin pour un poisson, ou de prendre un pingouin pour un cétacé, ou un corail pour une plante. Donc c'est vrai qu'on fait un certain nombre d'erreurs. Mais dans l'ensemble, le crible de l'évolution, sur nos manières de penser et de catégoriser, de penser et de catégoriser le monde, nous a permis de déjouer au cours des quelques centaines de milliers d'années. Bon, Homo sapiens, c'est pas maintenant on sait que c'est à peu près 300 000 ans, on a remonté un petit peu dans le temps,
non seulement pas mal des dangers de la nature, mais aussi un grand nombre de pièges propres à l'environnement que nous nous sommes donnés. Alors par exemple, nous nous méfions des substances amères. Si nous habitons au 10e étage d'un immeuble, nous évitons généralement de sortir par la fenêtre et empruntons les escaliers. En ville, nous savons traverser hors des clous en estimant de manière assez fine le temps dont nous disposons avant que le véhicule qui arrive à grande vitesse nous percute. Nous nous attendons à retrouver un objet inanimé là où nous l'avons vu pour la dernière fois. Bon, ça ne marche pas toujours avec les clés, mais en général, on s'attend à le retrouver là, mon ami. Et en revanche, nous n'avons pas de telles attentes avec les animaux que nous élevons et que nous enfermons. Bref, à l'encontre de ceux qui considèrent la pensée scientifique comme un monde à part, réservé à quelques apifious, à quelques génies ou propre à certaines configurations sociales, je pense que nous sommes tous des sachants. Et être sachant ou croyant, pour le dire dans les termes de Jeanne Favre-Sada, ce sont des positions d'énonciation susceptibles d'être occupées par tout être parlant, donc par chacun de nous. Il n'y a pas d'un côté les ténèbres et les lumières, les crédules et les incrédules, les ignorants et les savants, les prélogiques et les logiques, etc. Mais deux positions que l'on peut occuper tour à tour. Positions qui ont souvent des limites bien nettes, mais pas toujours, car, Durkheim l'avait bien noté, on peut par exemple croire en la science sur le mode de la foi, tout comme on peut savoir à l'intérieur de croyances extrêmement diverses. Donc le point important à retenir qui est suggéré par cette citation de Piaget, est que tout être humain, parce qu'il est un sachant en puissance et en acte, est parfaitement capable de distinguer croyance et savoir. La question, évidemment, reste entière de déterminer le pourquoi et le comment du passage de l'un à l'autre. Alors, il me semble qu'une explication plausible est notre capacité à douter, je l'ai suggéré tout à l'heure, qui a été acquise au cours de notre histoire évolutive. Ça fait très, très longtemps que je me passionne pour le doute. Il y a plusieurs années, peut-être qu'Arnaud s'en souvient, on avait organisé un séminaire au sein de notre labo sur l'anthropologie du doute. Mais aujourd'hui, je vais pas rentrer dans les détails de ce que pourrait être une anthropologie du doute. Je vais me contenter de faire une distinction assez classique entre deux types de doute, qui est ce qu'on appelle d'une part le doute sceptique, qui est le doute pour douter, on doute de tout, qui est un doute hyperbolique, qui ne cherche jamais à s'ancrer dans une vérité, et puis le doute méthodique, qui est un doute pour essayer d'atteindre la vérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on met aussi en doute le doute, on met en doute le doute sceptique. Et Claude Bernard disait que le doute méthodique, c'est douter sans être sceptique. Alors, Descartes s'en explique fort bien, là encore, dans cette citation, dans le discours de la méthode. Et idéalement, le doute méthodique satisfait au principe popérien, selon lequel le critère de validité scientifique d'une proposition est la capacité d'établir les conditions sous lesquelles cette proposition, une hypothèse, pourrait être infirmée. Les propositions scientifiques sont falsifiables et celles qui ne sont pas scientifiques ne sont pas falsifiables. Alors, par exemple, la proposition « les corbeaux sont tous noirs » est évidemment une proposition scientifique parce qu'il suffit de rencontrer un corbeau jaune pour l'infirmer, pour la falsifier. Mais des propositions comme le Yéti existe ou Dieu existe ne sont pas des propositions scientifiquement recevables parce qu'elles ne peuvent pas être infirmées. Tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement les confirmer si je rencontre un Yéti ou si je rencontre Dieu. Alors, bien sûr, on peut croire rencontrer Dieu. Là, quand je parle de rencontrer Dieu, c'est au sens vraiment une rencontre probante, vérifiable, répétable, etc. Alors cependant, on peut supposer que le doute méthodique
s'exerce autrement que sous cette forme popérienne idéale, hein, d'infirmier ou pas. Et par exemple, on peut supposer que dans l'énoncé « je sais bien, mais quand même », la célèbre expression d'Octave Manondi, qui a ensuite été encore davantage popularisée par les travaux de Jeanne Favré-Sada, on peut imaginer que le « je sais bien » devienne impérieux au point d'exclure le « mais quand même ». Hein, c'est vraiment le « je sais bien » qui l'emporte et le « mais quand même » on le met de côté. Alors la question devient alors, qu'est-ce qui favorise ce qu'on pourrait appeler la montée en puissance du doute, à tel point que l'exigence du savoir, le « je sais bien », devient impérieuse et exclut le « mais quand même ». Alors là j'en viens à la deuxième partie sur la notion où je vais introduire la notion de métacroyance, parce que je pense que là, c'est justement ce passage à la métacroyance qui va permettre une accélération du doute, si je puis dire. Donc mon hypothèse, c'est que c'est le passage de la croyance à la métacroyance qui peut provoquer cette accélération du doute. La métacroyance peut provoquer une décroissance, voire un abandon de la croyance, parce que cette métacroyance, c'est ce que je vais en tout cas essayer de montrer, notamment ce que j'appelle la métacroyance de type 3, est vulnérable au doute méthodique. Alors, la métacroyance, c'est une méta-représentation. Il y a énormément de travaux aujourd'hui qui portent sur les méta-représentations. Le philosophe L'Erreur soutient que, vous avez son ouvrage Metamind qui est mentionné, soutient que le cerveau humain est essentiellement un metamind, hein, ce qui signifie que notre système de représentation interne fournit son propre métalangage, c'est-à-dire des représentations de représentations. J'ai un petit peu travaillé sur les méta-représentations, notamment dans le cadre de l'anthropologie de la mémoire, puisque bon, j'avais distingué trois catégories, si vous voulez, de la mémoire, la proto-mémoire, la mémoire proprement dite, et la métamémoire. Et donc c'est sur la base de cette influence que aujourd'hui je risque ces notions de proto-croyance, de croyance et de métacroyance, mais là il n'y a aucune originalité, parce qu'autant le terme de proto-mémoire, à ma connaissance, n'existait pas avant que je le propose, autant les termes que je viens d'évoquer, proto-croyance, croyance, évidemment, métacroyance, sont largement documentés dans la littérature. Alors, on trouve cette notion en philosophie. Christophe évoquait Husserl. Husserl évoque la notion de proto-croyance qui est parfois assimilée à une croyance mère et qui est parfois traduite de l'allemand par foi originelle. La proto-croyance est la foi originelle. On la trouve donc chez de nombreux philosophes, chez Pascal Engels, chez Pierre Jacob, mais on la trouve aussi chez Bourdieu. Une citation, il parle de la proto-croyance qui ne se connaît pas comme telle. La proto-croyance qui ne se connaît pas comme telle. Bon, ce n'est pas un hasard, je pense que Bourdieu parle de la proto-croyance, parce qu'il a beaucoup insisté sur ce qui est l'apprentissage par corps, vraiment les dispositions incorporées, etc. Et donc là, vraiment, la proto-croyance, c'est ça, c'est une croyance vécue vraiment au premier degré, incorporée, sans autre dimension que le fait de baigner dedans, un petit peu comme Obélix est tombé dans la marmite, hein, quand il était enfant. Eh bien, on baigne dans une religion. Dans le cadre de la proto-croyance religieuse, Ego ne se représente pas comme pratiquant d'une religion quelconque, il ne se représente pas lui-même comme un musulman, un protestant ou un bouddhiste. Il croit, on pourrait dire sans y penser, hein, parce que donc il baigne depuis toujours là-dedans. Alors je pense que c'est particulièrement le cas des enfants. Moi, quand j'essaie de porter un regard rétrospectif sur mon enfance avant que je devienne un mécréant, j'avais bien l'impression d'être dans cette sorte de proto-croyance. Hein. Mais ça existe aussi, ça peut également exister chez les adultes. Et je pense qu'on n'est pas loin là encore de l'idée que développe Pascal. Donc, à la coutume fait nos preuves les plus fortes et les plus crues. Hein. Elle incline l'automate qui entraîne l'esprit, voilà, sans qu'il y pense. Ça, c'est toujours cette idée. Bon, c'est pas un hasard si Bourdieu a écrit un ouvrage qui s'appelle Méditation pascalienne. On voit bien qu'il y a une filiation là, entre Pascal et Bourdieu. Alors, donc voilà pour la proto-croyance. Ensuite, il y a la croyance. Mais là... Excuse-moi, je voulais juste pour remettre un peu, je n'ai pas fini de. Ah bah, excusez-moi. Je fais la citation de Pascal qui est extraordinaire. Ouais.
Pardon. Mais si certains veulent la présentation, je la donne après. Donc je la laisserai sur le Non, ça va. Les métiers, les soldats. Ok, merci. Oui, donc je passe ensuite à la croyance. Alors la croyance, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. C'est vraiment l'adhésion entière, profonde, intime, mais consciente aussi. Consciente, mais sans réflexivité. C'est-à-dire, on croit en Dieu, par exemple. Je crois en Dieu, c'est ce qu'on appelle communément la foi. Bon, tout ça, évidemment, ça pourrait être discuté, mais il faut que j'avance. Alors, je passe maintenant à ce niveau de la métacroyance. Je crois que la métacroyance commence quand un croyant débute une sorte de systématisation de sa croyance. Alors, Sperber donne l'exemple du Dogon Ugo Kennedy qui propose une cosmologie systématique. Il y a, si vous voulez, à ce moment-là, un début d'objectivation du contenu de la croyance. Il y a conscience d'être conscient d'un contenu. Hein. Et ces métacroyances dans le domaine religieux sont extrêmement diverses. Je donne quelques exemples. Croire en Dieu est nécessaire à la morale. Voilà une métacroyance. Ou bien les gens ont besoin de religion. Ou bien il faut respecter les religions. Ou bien encore, religion et science sont incompatibles. Voilà des exemples de croyances à propos des croyances. Bon. Mais ici, je vais m'intéresser uniquement aux métacroyances qui portent sur les modalités du croire. Comme par exemple le passage de la croyance en une représentation, Dieu est omniscient, voilà, à la représentation de la croyance en cette représentation. Je crois que Dieu est omniscient. Et là j'introduis, je crois que Dieu est omniscient. Donc je propose 3 niveaux, si vous voulez, de la métacroyance. Alors, c'est tout à fait arbitraire, hein, la métacroyance de type 1, ce qui la caractérise par rapport à la croyance, c'est qu'on passe d'un je crois en un je crois que. Et ça encore, c'est bien noté par Ricoeur. Vous avez la citation, bon, je ne lis pas les citations qui sont sur les diapos. Hein. Vous voyez, il distingue bien le croire que. Au niveau du croire que, la croyance se dilue et s'exténue en de la même de l'opinion, etc. Alors que la croyance A, c'est vraiment un haut degré d'engagement, de conviction, etc. Donc voilà un premier niveau. Et bon, là, je me tourne vers Christophe. Peut-être est-ce à ce niveau que le sujet commence à ne plus être vraiment transparent à l'altérité qui est en lui, qui commence à se dissocier de l'altérité spirituelle qui lui était consubstantielle, tant qu'il n'était que croyant en, et c'est quelque chose qui perd en devenant métacroyant. Une facilité. Alors ensuite, il y a les deux autres niveaux. La métacroyance de type 2, par exemple, je crois que le Dieu X existe et je sais que d'autres croient que les dieux Y et Z existent. Alors, vous voyez que là, on a franchi un seuil, c'est-à-dire qu'il y a toujours une adhésion consciente, mais avec vraiment une dimension de réflexivité, puisqu'on met en regard sa croyance avec celle d'autres individus. Et donc l'intégrité de l'adhésion peut être ébranlée, en quelque sorte entamée, par cette réflexivité qui peut faire surgir, en tout cas, le doute, hein, la question du choix, donc celle du libre arbitre, donc celle du doute. Et je me demande si cette métacroyance de niveau 2, le niveau 2 ne correspond pas justement au niveau des conversions. Hein, au niveau des conversions, c'est-à-dire, sur un mode très soft, je suis catholique, mais je pourrais être protestant, et puis sur un mode un peu plus tranché, je suis catholique, mais je pourrais être musulman. Voilà. Et enfin, il y a la métacroyance de type 3, je crois que le Dieu X existe, je sais que d'autres croient que les dieux Y et Z existent, et je sais aussi que d'autres ne croient en aucun Dieu. Et donc vous voyez, là il y a un niveau de réflexivité qui est encore plus élevé, il y a toujours une adhésion consciente, mais distanciée, donc de plus en plus objectivante, et là le degré élevé de réflexivité rend possible l'irruption d'un doute profond, et selon moi, on est à ce moment-là au niveau des apostasies.
Alors, je suis certain que cette typologie de la métacroyance est sommaire, mais il est certainement possible d'affiner tout ça. Mais la question, donc, c'est un chemin sinueux de passer de la proto-croyance à la métacroyance de type 3, et voire à l'incroyance. Mais bon, maintenant, dans la dernière partie, je voudrais examiner un dernier point, en tout cas dans le cadre de cet exposé, qui est de savoir ce qui peut conduire un individu, ou des individus, à emprunter un tel chemin, ou au contraire à l'en détourner. Alors, je ne vais vraiment soumettre que des éléments de réponse. Je vais envisager deux pistes possibles. La première piste, c'est celle de la fluidité de l'information dans des sociétés données. Et la deuxième piste, c'est celle de la surcharge de l'information. Mais avant de suggérer ces pistes, je dois dire quelques mots du cerveau bayésien. Alors, c'est vraiment aujourd'hui une théorie très en vogue dans les sciences cognitives. Hein. L'idée, c'est que nous avons un cerveau statisticien, un cerveau probabiliste qui procède sans arrêt à des inductions de plausibilité, qui pèse plusieurs hypothèses, prend en considération plusieurs hypothèses, et puis fait des calculs, mais de manière automatique, sans qu'on y pense. Je vais essayer d'illustrer cette notion de cerveau bayésien en vous demandant de bien regarder le petit carré là, qui est en haut à droite. Hein. Bon, vous avez des sphères. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Combien de sphères, disons, combien de sphères creuses et combien de sphères en relief? Combien vous voyez de sphères en relief? 6. Vous êtes tous bien d'accord. Combien de sphères creuses? Une, d'accord. Alors, regardez maintenant cette image. Combien vous voyez de sphères en relief et combien de creuses? L'inverse. C'est exactement la même image. Ce n'est pas une autre image. C'est la même image que j'ai fait pivoter de 180 degrés. Et là, c'est votre cerveau bayésien qui a fonctionné. Comment il a fonctionné? Bon, on sait que d'une manière générale, la lumière vient du haut. Le soleil, la lune, ici, partout. Donc, sans y penser, on a analysé l'ombre et la lumière de ces sphères et ça change complètement notre perception selon les positions de l'ombre et la lumière. Vous voyez, je reviens en arrière, regardez. Là, la lumière vient du haut. On fait toujours l'hypothèse que la lumière vient d'en haut. Hein. Donc, les parties éclairées, bon, c'est celles qui sont sur le devant, ça donne du relief. Et quand je passe de l'autre côté, eh bien, la lumière vient toujours du haut. Donc, si la partie tout en haut là, de la sphère est dans l'ombre, c'est qu'elle est creuse. Hein. Vous voyez un peu le principe. Bon, en gros, le cerveau bayésien, c'est ça. Je simplifie, mais dites-vous bien que ce type de perception, ça demande une combinatoire, des calculs extrêmement complexes que nous faisons sans y penser. Et la thèse aujourd'hui, c'est que nous sommes massivement des cerveaux bayésiens. Alors, bayésien, c'est en référence à Bayes, on suppose que c'est une image qui représentait le cerveau. Et puis, il y a une idée importante, c'est aussi le principe de parcimonie ontologique, qu'on appelle aussi le raseur d'Occam, c'est pour ça que Occam est représenté ici. C'est-à-dire que, et c'est important pour ce que je vais dire par la suite, il ne faut pas quand même multiplier inutilement les hypothèses. Il faut essayer d'avoir une certaine parcimonie dans les hypothèses. Alors je représente aussi, je vais aussi représenter Stanislas Dehaene, c'est ça un nom? Dehaene. Parce que si vous êtes intéressé par le cerveau bayésien, pendant 2 années, il a donné des cours au Collège de France sur le cerveau bayésien, qui sont en ligne et c'est tout à fait passionnant. Alors, je vous donne un exemple de raisonnement bayésien. Mon fils tousse. Donc, première hypothèse, il a la grippe. Deuxième hypothèse, il a un cancer du poumon. Troisième hypothèse, il a une gastroentérite. Sans y penser, très vite on va dire, bah, tiens, il couvre une grippe. Pourquoi? Parce que si on considère que P, c'est la probabilité a priori de l'événement, et V, la vraisemblance. H1, il a la grippe. La probabilité d'avoir une grippe, surtout si on est en hiver, bon, elle est élevée. Et la vraisemblance, le fait de toucher quand on a la grippe, de tousser quand on a la grippe, c'est aussi très, très vraisemblable. Bon. Si on considère l'hypothèse de il a un cancer du poumon, fort heureusement, la probabilité d'avoir des cancers du poumon elle est beaucoup plus faible que celle d'avoir une grippe. Bon. Mais la vraisemblance est élevée. Si vous avez un cancer du poumon, il y a de grandes chances pour que vous toussiez. Hein. Et l'hypothèse 3, donc, elle a une probabilité élevée,
parce que les gastro-entérites, c'est très courant, mais la vraisemblance est faible, parce que en général, la gastro-entérite, ça ne fait pas tousser. Donc, notre cerveau fait tous ses calculs, mais vraiment sans y penser, et puis, bon, il en arrive à la conclusion que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que l'enfant a la grippe. Donc vous voyez, il y a une induction de plausibilité, on retient ce qui paraît le plus plausible dans les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et je pense que la mise en doute, peut être considérée comme une sorte de contrôle a posteriori de l'inférence bayésienne. Et alors on peut se demander, en tout cas je me le demande, quel est l'effet sur ce contrôle a posteriori, par exemple de la fluidité de l'information ou de la surcharge de l'information. Alors je vais prendre deux exemples, parce que je m'aperçois que je suis un peu en retard, donc je voulais donner une vignette, mais je vais passer parce que c'est trop long. Je vais juste vous montrer cette image qui date un petit peu, mais qui concerne les utilisateurs de Twitter. Et donc, comme vous voyez, il y a d'un côté des utilisateurs qui sont en rouge, les autres qui sont en bleu. Bon, les bleus, c'est les démocrates, les rouges, c'est les républicains. Et on a pu montrer qu'il y avait une sorte de bulle cognitive d'entre-soi sur les réseaux sociaux. Les individus communiquent en fonction de leur affiliation, de leur appartenance, de leurs préférences, etc. Donc on peut se demander ce qui se passe lorsque, donc, sur les réseaux sociaux, qui jouent un rôle important, comme vous le savez, dans la diffusion des croyances, religieuses ou autres, se multiplient ce qu'on peut appeler des insularités intellectuelles, des bulles cognitives, des sortes de cages épistémiques. Et selon plusieurs observateurs de ces réseaux, le jeu des algorithmes sociaux tend à favoriser des formes d'entre-soi cognitifs, et une plus faible exposition à des idées et à des propos qu'on ne partage pas. Et cela favorise ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire la tendance que nous avons tous à rechercher des informations cohérentes avec nos croyances préexistantes. Et cela se fait notamment en excluant le doute méthodique, on pourrait dire endogène, et souvent en exacerbant d'ailleurs le doute sceptique exogène, c'est-à-dire on doute de tout sauf de ce qui se passe à l'intérieur de ce que Daniel Hervieux-Léger appelle des petits univers de certitude, où il y a une sorte de validation communautaire du croire. Et il me semble que la fermeture limite les options lors de l'inférence bayésienne, en empêchant l'entrée de nouvelles idées dans la mémoire sémantique, et donc limite la possibilité de mise en doute. Mais ça, c'est une piste qui est intéressante, mais ce n'est pas aussi simple, parce que je vous ai dit aussi que la multiplication aussi de l'information, des hypothèses, pouvait être à l'origine de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'encombrement cognitif. Et donc là, il s'agit d'évaluer finalement quel est le coût cognitif du fait que nous sommes de moins en moins homo sapiens, mais de plus en plus homo sapiens, puisqu'on passe notre temps à zapper d'une information à l'autre, et en gérant des masses d'informations tout à fait extraordinaires. Et un mot, là. Bon, c'est pas de moi, hein. J'ai vu ça quelque part. Et donc, quel est l'effet justement de ce flot d'informations, ce qu'on appelle information overload, sur notre raisonnement bayésien? Alors vous vous souvenez que dans le bocage, quand dans le bocage il y avait répétition du malheur, ma mère perd la tête, ma femme a une mauvaise bronchite, mon fils aîné a eu un grave accident de voiture, ma grande fille a échoué au bac, mes vaches sont malades, il a grêlé sur mon champ, et en plus il y a mon fils qui tousse. Alors bon, c'est pas possible, ça devient improbable une telle accumulation de malheurs. Donc on cherche des explications, et à ce moment-là, bon, l'explication qui, dans ce contexte-là, a du sens, c'est de dire, voilà, il y a un ensorcellement, et donc je choisis H4. Et je me demande s'il n'y a pas un parallèle à faire avec les effets de cette surcharge d'informations. Ces informations sont souvent massivement négatives, hein, comme on le sait. On ne parle pas dans les médias ou sur les réseaux sociaux des trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Et donc, il y a une masse considérable d'informations négatives qui circulent et qui vont dans le sens de ce qu'on appelle le biais de disponibilité. C'est-à-dire, plus un événement est mémorable,
plus il paraît probable, et si bien que les événements les plus terribles nous apparaissent comme les plus fréquents. Donc, ce qui explique d'ailleurs souvent les surestimations de la criminalité, de la délinquance, etc. Et ce genre de diffusion d'informations majoritairement mauvaises peut, par exemple, favoriser des croyances telles que la théorie du complot. Et puis, j'ai presque terminé, là j'ai pour 2 minutes, hein, un autre effet de l'information, l'effet possible de l'information vers l'autre sur le cerveau bayésien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, du fait de la diffusion massive d'informations, donc de la multiplicité des hypothèses possibles, si vous voulez, la plausibilité est divisée par le nombre total d'hypothèses. La plausibilité, pour chaque hypothèse, elle est de H sur N. Alors même si ce n'est pas une distribution uniforme, il y a quand même une sorte de dilution de la plausibilité qui fait qu'au final, les personnes vont avoir tendance à penser que tout se vaut, d'autant plus que ce discours tout se vaut est largement véhiculé par le système médiatique et contribue à brouiller les frontières entre croyances et savoir, ce qui, entre parenthèses, ouvre la voie à toutes les instrumentalisations de nos croyances, marchands de doute, marchands de haine, fake news, prosélytisme de toute nature, théorie du complot, etc. Et moins on doute, plus on croit, et plus on croit, moins on doute, en tout cas le doute méthodique. Voilà, donc ce ne sont que des pistes à explorer. Je conclus au cours de cette intervention. J'ai imaginé ce que pourrait être le mécanisme cognitif, ou plus exactement le cheminement cognitif qui conduit de la croyance au savoir, en passant par la métacroyance et l'irruption du doute. Sans que ce soit mon objectif, j'ai pu vous donner le sentiment que je présentais comme une évolution souhaitable, ce passage de la croyance au savoir. Bon, je ne cache pas, il n'y aurait là rien d'étonnant, car ça correspond à ma sensibilité, à ce que je crois en tant que citoyen lambda. Mais cette sensibilité est-elle fondée? Faut-il à tout prix se protéger des croyances, à supposer que cela soit possible? En tant que chercheur, là, cette fois, je trouve la réponse difficile, car si les croyances nous donnent le sentiment que la vie a un sens, là, ce que nous apprend le savoir, c'est qu'elle n'en a pas. Donc, c'est pas très joyeux. Et voilà pourquoi je pense que les croyances ont encore de longues vies devant elles. Voilà, merci.